Les jours tant attendus est en fait là, mesdames et messieurs. Jeudi 4 décembre 2025, c'est le jour voilà, consacré à la signature justement pour entériner l'accord de paix signé le 27 juin entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Un accord de paix mais également économique. Et nous sommes déjà dans cette ambiance, ou disons dans cette ferveur, mesdames et messieurs, de la signature de cet accord, Tshisekedi Kagame, déjà à Washington pour ces grands événements. Alors la délégation congolaise aussi, plusieurs chefs d'État africains et d'autres observateurs internationaux vont prendre part à cette cérémonie. Donald Trump, lui qui est le médiateur principal entre la RDC et les Rwandais. Qu'est-ce qu'on peut retenir, mesdames et messieurs, avant la cérémonie officielle? En tout cas, la République démocratique du Congo et les Rwandais, ces deux pays sont déjà prêts pour parapher ou disons pour entériner cet accord. Pendant que la République démocratique du Congo, des voix s'élèvent pour dénoncer, mesdames et messieurs, les non-respects voilà, de la procédure, l'Assemblée nationale ou même le Parlement qui n'a pas du tout été informé de manière formelle. Ça a été dit même par la porte-parole du chef de l'État lors d'un briefing presse co-animé avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Donc on va entrer, mesdames et messieurs, dans cette ambiance, dans cet accord aussi pour révéler quelques points, les 5 points clés justement de cet accord. Sur ce plateau, avec Gaëtan Nkombi, que je reçois ici comme politologue des Lumières. Donc on va essayer un peu d'apporter quelques lectures quant à ça, de manière politologique, voilà, avec lui, pour que vous puissiez comprendre, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui peut suivre aussi. Parce que ça, au lieu de rester toujours dans ce qui se présente aujourd'hui, il faut déjà qu'on se projette vers la suite, vers l'avenir, parce qu'on signe l'accord, c'est pas la première fois qu'on va le faire, mais sur terrain, il y a toujours des atrocités. Les accrochages continuent au sud Kivu, tout comme au nord Kivu. Gaëtan, bonjour. Bonjour cher Jenny, bonjour à tous les abonnés de WAB Info Télévision. Vous êtes aussi dans l'ambiance de cette cérémonie qui va intervenir dans quelques heures à Washington. En effet, c'est une question décisive. Oui. C'est une question d'ailleurs qui tient à la vie même de l'État congolais. Donc en tant que Congolais, en tant que surtout passionné des questions politiques, puisque vous m'avez identifié comme politologue des Lumières, à juste titre d'ailleurs. Donc je ne peux qu'être accroché à cette actualité. En tout cas, nous sommes tous accrochés, mesdames et messieurs. Je vous espère également. Donc nous sommes en direct sur WAB Info. Écrivez-nous, donc donnez vos points de vue. Qu'est-ce que vous attendez de cet accord? Est-ce une bonne chose, tenant compte surtout de toutes les lignes rouges tracées par Kinshasa? Est-ce que ces lignes rouges ont été respectées? Voilà la RDC qui va procéder à la signature de cet accord. Alors, il ne parle pas seulement de la paix, ça je dois le préciser. Il y a aussi l'aspect économique qui entre en ligne. Et là, nous avons les matières premières de la République démocratique du Congo qui doivent être transformées. Et là, les Rwandais vont intervenir. Tous ces pays au niveau sous-régional vont aussi intervenir. Ça veut dire que nous sommes en quelque sorte en train de faire un deal qui, si dans les jours à venir, ne nous met pas en difficulté, risquerait peut-être d'être profitable pour tous ces pays de la sous-région des Grands Lacs. Mais tout passe par la paix, les retours de la paix en RDC. Gaëtan Nkombi, l'accord de paix signé le 27 juin. Alors, depuis la signature en juin jusqu'à aujourd'hui, voilà, ça fait pratiquement, nous sommes presque dans les 6 mois. Alors, est-ce qu'il y a eu, je peux dire, les engagements pris, est-ce qu'ils ont été respectés sur terrain par toutes les parties? Parce qu'il y a l'économie qui est là, on parle de la neutralisation des FDLR, on parle aussi de la levée des mesures défensives du Rwanda, ce qui avait été convenu entre la RDC et le Rwanda dans le cadre d'Econops. Alors, en voyant tout ça, est-ce qu'il y a de quoi espérer avec cet accord? Merci beaucoup de la parole accordée. D'abord, dans un premier temps, il faudrait d'abord retenir que il y a eu de l'évolution dans la rhétorique même de Kinshasa, principalement de Kinshasa,
puisque si l'on part même de la genèse de ce problème entre la RDC et le Rwanda et entre Kinshasa et le M23, Kinshasa disait s'obstiner à l'idée de ne jamais négocier avec qui que ce soit, qu'il s'agisse du Rwanda ou de M23. D'ailleurs, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait dit qu'il ne rencontrera son homologue du Rwanda que au paradis. On a senti que ça a évolué dans paradis pour être jugé. Oui, pour être jugé. Oui, justement pour être jugé, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, on en est devant une situation où les deux personnalités vont devoir se rencontrer et signer, entériner même ce qu'ils ont déjà signé. Donc, de ce point de vue-là, il y a eu de l'évolution. Après, sur les terrains, si l'on s'en tient à tout ce qui a suivi l'accord cadre signé entre le Kinshasa et le M23, entre la fameuse déclaration de principe signée depuis la déclaration de principe, on se rend compte que c'est plutôt il y a plutôt un manque de volonté de deux parties. Bon, je vais être global, mais on se rend compte que les affrontements continuent. Récemment, nous avons tous suivi sur Wab Info Télévision qu'à Ouvira, ça brûlait. Justement, autour de Ouvira. On a même une image qu'on peut illustrer pour celles qui nous regardent à ce net moment. C'est jeudi même. Hein. Voilà l'image que la réalisation va nous proposer, mesdames et messieurs. Elle date d'aujourd'hui. Voilà, pour la 3e journée consécutive, les affrontements donc se poursuivent entre les forces gouvernementales. Donc là, nous voyons les FARDC, nous voyons les Wazalendo, nous voyons les forces aussi burundaises qui viennent en appui aux forces de défense de la RDC. Mais donc, chacun qui a aussi ses soutiens, la FCM23 avec les Twiranéo, au niveau de l'axe Kamanyola, Katogota et jusque dans la région de Kaziba. Kaziba, c'est un territoire des Walungu. Donc, c'est déjà des territoires aujourd'hui aussi qui sont les théâtres depuis mardi de tous ces affrontements. Oui, c'est quand même assez paradoxal, puisque généralement, avant les accords, avant la signature des accords, il y a généralement un cessez-le-feu qui précède la signature des accords, mais on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est paradoxal, ça. C'est ça. On commence d'abord, c'est très important. Oui, on commence d'abord par un cessez-le-feu qu'on doit observer sur terrain. Et après, on procède maintenant par la signature. Parce qu'on ne peut pas signer tout en faisant des combats sur terrain. C'est ça. Donc, moi, je pense qu'il y a deux cartes qui se jouent sur la table et d'autres qui se jouent en dessous de la table. Celles qui se jouent en dessous de la table, c'est tout ce qu'on est en train de voir à Kamanyola et un peu partout dans les territoires de Walungu, c'est-à-dire que les deux parties sont en train de s'affronter assez rageusement d'ailleurs. Et pourtant, les mêmes parties, si l'on s'en tient voilà tout ce qui s'est dit par rapport à la complicité qu'il y a entre le Rwanda et le M23, les mêmes parties vont devoir signer ou entériner. Et même les désaccords sont liés. Oui, c'est ça. Ils vont devoir entériner. Donc confirmer tous les engagements. Pourtant, les préalables, comme j'étais en train de dire, auraient été les cessez-le-feu, c'est-à-dire observer une certaine accalmie, un apaisement entre les deux parties, mais même dans la rhétorique, peut-être qu'on va y revenir après, on sent que Kinshasa continue à traiter les M23 des terroristes, et pourtant, du fait de l'accord cadre signé, les deux parties sont déjà partenaires. Donc, on ne sait pas comment on peut en arriver à une signature d'un accord de paix avec de telles tensions. Et nous n'assistons même pas à une désescalade, même verbale. C'est ça. Même sur terrain, que ce soit sur terrain, même dans différents salons diplomatiques, on se rend compte qu'il y a toujours de l'escalade. D'ailleurs, moi je trouve que la tension monte de plus en plus. Et pourtant, avant la signature des accords, nous en avons l'expérience avec la plupart des conflits que nous avons eu à couvrir, des conflits à travers le monde, que les accords sont toujours précédés de cessez-le-feu et d'un petit apaisement, même du point de vue verbal. Mais là, on se rend compte que rien que récemment, Kinshasa continue à traiter la M23 de terroristes. On ne sait pas comment ça va marcher. On ne sait pas comment on va en arriver à un accord avec de telles tensions, à la fois sur le terrain, des tensions verbales. Voilà. Alors, cet accord, mesdames et messieurs, est là avec les 5, il faut le dire, cet accord qui sera signé aujourd'hui comprend 5 dispositions aussi majeures. Respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, bien entendu. Cessation des hostilités. C'est ce que Gaëtan vient de dire. Donc, on doit
observer les cessez-les-feux, les hostilités à tous les niveaux, désengagement et désarmement des groupes armés non étatiques, intégration conditionnelle de ces groupes, création d'un cadre de coopération économique régionale entre la RDC et le Rwanda. Gaëtan, on peut aller peut-être point par point, c'est très important. En parlant du respect de l'intégrité territoriale, ça veut dire les forces étrangères ne peuvent pas, parce que là on ne précise pas s'il s'agit des forces rwandaises ou pas, mais on dit tout simplement les forces étrangères ne peuvent pas bien sûr franchir les frontières de la République démocratique du Congo pour mener les opérations militaires ou les activités militaires. Oui, justement, c'est ça l'esprit même de ces points-là. Oui. C'est un point, moi je pense que c'est parmi les préalables, le préalable pour la signature d'un accord, c'est-à-dire que voilà, s'il y a bien des troupes étrangères sur les sols congolais, le préalable serait qu'elles se retirent, encore qu'il faut... Premièrement, c'est retirer d'abord et puis on va procéder à d'autres étapes. Encore qu'il faut maintenant les identifier. Ça aussi. Parce que c'est flou, c'est fumé de ces côtés-là. On ne sait pas de quelles forces étrangères il s'agit. C'est parce que la RDC n'est pas flouée. Ben justement, c'est l'un des flous dans lesquels nous plonge cette disposition, puisque aujourd'hui, on ne sait pas, comment dirais-je, trier, si ils existent bien évidemment, les militaires rwandais de M23. C'est très difficile aujourd'hui de trier, de faire les tris entre qui sont le M23 et qui sont les militaires rwandais. Pendant que le Rwanda insiste sur le fait qu'il n'y a aucun militaire rwandais sur le sol congolais. Oui. Mais il parle simplement des mesures défensives. C'est ça. Les M23 disent que ils sont tous des Congolais. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, je ne sais pas par quel mécanisme ça arrivera. Je ne sais pas si on arrivera à dénicher les militaires rwandais qui sont au sein du M23, mais c'est très compliqué, c'est très délicat, c'est un travail très compliqué. Et donc, je ne sais pas comment ça arrivera. Donc, ces points, on peut dire, Néracir déjà. Moi, je trouve que c'est justement protocolaire. Respect de l'intégrité territoriale. Deuxième point, cessation des hostilités. C'est ce que vous venez bien sûr de dire. Et en parlant des hostilités, c'est pas seulement que la RDC ou le Rwanda s'affrontent militairement, même ces escalades verbales, tout ça, on comprend que c'est un conflit justement qui est entre les deux pays, tout ce que le président Félix Tshisekedi avait dit, la réaction du Rwanda, et surtout avec les mesures défensives que le Rwanda dit avoir mise en place sur les longues frontières avec la RDC. Oui, c'est très important lorsque vous évoquez notamment les hostilités verbales, parce que ça peut avoir de l'impact même sur l'opinion nationale et sur les agissements des uns et des autres. Voilà pourquoi, je crois, à Doha, on avait interdit aux des dirigeants de s'en prendre verbalement. Pourquoi? Parce que la parole de Tshisekedi, si aujourd'hui il continue à tenir de paroles assez violentes. Heureusement que j'ai senti que ça a un peu cessé. Mais récemment, elle a parlé d'un voisin belliqueux. Ben justement, mais ou Kagame aussi, s'il continue à tenir des propos très violents vis-à-vis de son homologue Tshisekedi, ça peut faire à ce que les deux populations, qu'il s'agisse de la population rwandaise ou congolaise, puissent être intoxiquées et s'en prendre violemment. Voilà pourquoi je trouve que c'est là que résident même ces principes-là de non-hostilité verbale. Tout à fait. Cessation des hostilités. Donc, autant sur le terrain, on l'exige, autant aussi dans les différentes communications. C'est des mises. C'est ça, dans les différentes communications aussi. C'est vrai, peut-être dans les cérémonies officielles, on ne voit pas, bon, on essaie un peu d'émettre, donc de ne pas être trop violent envers l'autre, mais quand on voit le président Félix Tshisekedi devant ses partisans, il essaie un peu d'attaquer les Rwandais verbalement, tout comme Kagame peut le faire aussi lorsqu'il est devant ses partisans. Alors, désengagement et désarmement des groupes armés non étatiques. Là aussi, ça pose problème. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre des préalables. À la fois, pour le Kinshasa, le préalable, c'est le retrait des mesures défensives, bien évidemment, du Rwanda. Que Kinshasa considère comme étant justement cette présence de l'AFC M23 à Goma, Bukavu. Donc, pour Kinshasa, le préalable avant la signature de tout accord, c'est le retrait du M23. Pour les M23, ou disons pour Kigali, c'est d'abord la neutralisation des FDLR. Alors, il y a une guerre de préalable. Qu'est-ce qui doit précéder l'autre? Et ça fait qu'on en arrive... Dans l'esprit de cet accord, on a l'impression que
c'est la neutralisation des FDLR qui vient en premier lieu. Voilà pourquoi on en parle souvent. Et en deuxième lieu, on évoque maintenant la levée des mesures défensives du Rwanda. Mais souvent, c'est cette question des FDLR qui prend la primauté sur... Mais justement, cette question des FDLR aussi pose assez de problèmes. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui neutralisera les FDLR. Là aussi, ça pose problème. Voilà pourquoi les CONOPS... Voilà même les concepts d'opération, des opérations. Voilà l'importance du CONOPS, parce que le CONOPS était censé faciliter la matérialisation de cet accord-là. Aujourd'hui, on en est devant une situation où, d'une part, il y a une guerre des préalables. Faut-il d'abord que le Rwanda lève ses mesures défensives, ou faut-il que les FDLR soient neutralisés? Si on décide de commencer d'abord par la neutralisation des FDLR, mais qui le fera? Quel acteur le fera? Est-ce que ça se fera de manière commune entre les troupes rwandaises et les troupes congolaises, entre les M23 et les troupes de Kinshasa? On ne sait pas encore. C'est ça. Où est-ce qu'ils se trouvent? Où est-ce qu'il faudra aller Parce qu'il faut tout d'abord les localiser. C'est ça. Où est-ce qu'il faudra aller les capturer? Donc, si tels sont les préalables pour la signature d'un accord, je vous jure qu'on en est encore très, très, très loin. Mais sur ces points, par rapport justement au préalable, ne pensez-vous pas les faits pour les forces armées de la RDC? On avait vu le général Sylvain Kenge, qui est le porte-parole de l'armée, faire une déclaration appelant les FDLR à se rendre aux forces armées de la RDC, à défaut justement d'être traqués par force ou d'être désarmés. Mais déjà là, le problème est qu'ils sont où? Oui, c'est ça. Mais déjà, pour Kinshasa, c'est comme si Kinshasa connaît déjà aussi les préalables. En appelant les FDLR de se rendre, ou soit s'ils ne les font pas, ils seront traqués. Là, on donne un certain privilège à la neutralisation des FDLR, au lieu de se focaliser beaucoup plus sur la levée des mesures défensives. Et justement, on sait que c'est parmi les préalables. Oui. Mais moi, je suis en train de parler ici de la lourdeur de la procédure même de la neutralisation des FDLR. Donc même si on met ça au premier plan, oui, justement, comment ça va la lourdeur et le temps que ça peut prendre. Tout à fait. Déjà, le temps d'étudier et les localiser. Oui. Combien ils sont, leur tactique, puisqu'il faut une tactique militaire pour aller les capturer. Qui va le faire? Ira les capturer. Est-ce que ça sera une force commune entre Kinshasa et les M23, ou entre Kinshasa et Kigali? C'est pas la première fois que cela s'est fait. Comme ça s'est fait, je crois, en 2000 combien? 2009, je pense. Est-ce que ça se fera de cette manière-là? Alors, tout cela... De manière conjointe? De manière conjointe, une force conjointe qui ira les neutraliser. Où est-ce qu'ils se trouvent? Mais avant d'y arriver, vous voyez qu'il y a une autre préalable qui s'impose, c'est que les deux pays, si c'est la RDC et le Rwanda qui vont traquer les FDLR, les deux pays doivent tout d'abord s'attendre avant de se mettre ensemble pour cette opération. En effet. Oui. Alors ça passe par cet accord. Disons-le, oui. Oui, bien sûr. Mais si ça c'est encore que peut-être que les FDLR sont jusqu'à maintenant disséminés dans quelques endroits que contrôle le M23, c'est aussi possible. Oui. Alors, encore qu'il faudra aussi associer les M23. Donc, le M23 aussi doit être associé. Je ne sais pas si ça sera une tripartite, je ne sais pas si ça sera justement une force conjointe comme en 2009, mais le préalable là, il est très lourd. Et moi, je pense que si il n'y a pas assez un bon réservoir de bonne foi entre toutes les parties, ça ne se fera jamais. Donc, on peut considérer, en parlant de bonne foi, on peut considérer ça comme étant des prétextes, que ce soit FDLR, que ce soit levée de mesures des forces rwandaises. Tout ça, ce sont justement des prétextes pour bloquer la situation. Non, déjà Jenny, il faudrait d'abord, et c'est ce que je voulais souligner avant, il faudrait d'abord que l'on définisse qui sont FDLR. Voilà. Déjà, si on n'a pas aujourd'hui la vraie définition de qui est FDLR, qui ne l'est pas. Pour les Rwandais, ce sont les forces qui agissent aux côtés des FARDC. Des FARDC, oui. Des forces irrégulières. Voilà. Certes, qui ont été légalisées. Bon, les Rwandais qui disent toujours les génocidaires. C'est le terme qu'ils utilisent. Là aussi, c'est très compliqué parce que le Rwanda a sa propre définition des FDLR, Kinshasa a sa propre définition des FDLR, les M23 aussi ont leur propre définition des FDLR. Donc, ça fait que même leur catégorisation, leur définition pose problème. Donc, c'est ça aussi. Certes, on peut se dire que c'est une petite partie seulement de l'accord,
mais c'est une véritable boîte de Pandore. Oui, c'est une véritable boîte de Pandore parce que c'est très difficile à la fois de les définir, de les catégoriser, de les situer et de savoir comment les neutraliser. Mais peut-on dire que Kinshasa a capitulé? Les faits, d'abord, Kinshasa, il faut le dire, nier en disant que l'FDLR n'existait plus, il ne constitue plus une menace aux forces rwandaises. Là, je reviens toujours à la rhétorique beaucoup plus développée au niveau de Kinshasa, disant que l'FDLR des 94, l'FDLR des 94, supposons, en 94, il avait 20 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Il peut avoir aujourd'hui 51 ans. Est-ce que le même FDLR a la force pour menacer les Rwandais? Déjà, Kinshasa disait que l'FDLR n'existait pas. Et c'est par après que Kinshasa a accepté, ok, non, pour, selon Kinshasa, vider les sacs de motifs toujours mis au devant par les Rwandais. Et c'est pas une confusion dans laquelle on s'est lancé, ou même le fait d'accepter, c'est pour contraindre aussi les Rwandais n'est plus avoir des motifs à présenter, comme ça s'est dit souvent. Les vues sont partagées selon qu'on est d'obédience de Kinshasa ou d'obédience de Kigali. Heureusement que nous, on est au milieu du village, on sait facilement voir les positions des bien qu'étant congolais. Mais bien qu'étant congolais, donc on sait facilement voir les positions des uns et des autres. On sait que Kigali, pour le régime rwandais, la survie du Rwanda dépend aussi de la neutralisation définitive de FDLR. Ça fait des années que les dirigeants rwandais sont hantés par la présence des FDLR sur les sols congolais, aux abords du Rwanda bien évidemment. Et peut-être que les dirigeants rwandais redoutent une certaine revanche violente des FDLR qui pourrait se rabattre sur le Rwanda. Et d'autre part, Kinshasa, qui on le rappelle, en 2013, lors de la neutralisation de M23, avait recouru au FDLR. Donc les FDLR, par le passé, se sont avérés être des partenaires pour Kinshasa. Et Kigali garde ça. Et c'est peut-être que Kigali dit toujours. Ouais, donc comme par le passé, on a vu qu'il y a eu une conjonction de forces entre Kinshasa et le FDLR pour neutraliser les M23. C'est un fait, oui, c'est un fait. À l'époque de Mamadou, on a vu comment il y avait vraiment une conjonction de forces. Donc Kigali continue à penser que Kinshasa entretient toujours... Tout ce qui frappe les Rwandais, les FDLR tient toujours. C'est une démarche contre les Rwandais qui les FDLR ont toujours soutenu. Mais oui, dès lors il faut même des déclarations pour encourager les FARDC. Donc il y avait cette coopération, on peut dire qu'elle existe même jusqu'à aujourd'hui. Mais moi je n'en ai pas de preuves. Je n'en ai pas de preuves. Peut-être qu'elle existe de manière froide, parce qu'on a vu aussi. On n'a rien à confirmer ici. Comment les FARDC ont... Mais dans les passés, comme vous l'avez dit, les différentes opérations menées par les FARDC pour neutraliser parfois violemment les FDLR. Donc, moi, je pense qu'en 2013, les FDLR étaient des alliés circonstanciels de Kinshasa, puisque les deux parties partageaient les mêmes ennemis qui étaient le M23. Aujourd'hui, c'est peut-être aussi le cas. Kinshasa qui est en train de se battre avec le M23 et que donc, pour les FDLR, le choix est clair. C'est pour Kinshasa qu'il faut... C'est derrière Kinshasa qu'il faut s'aligner. Donc, moi, je pense que c'est dans la pensée. C'est plus dans la pensée que cette question se pose. Le Rwanda pense, selon d'ailleurs son expérience, qui s'est avérée vraie de 2013, que Kinshasa serait en conjonction de force avec les FDLR. Donc moi je pense que c'est plus dans la pensée, c'est psychologique. Beaucoup plus psychologique. Oui, parce qu'aujourd'hui, factuellement, on ne peut pas le prouver. Encore que je suis revenu sur les trois questions principales. Qui sont-ils? Où sont-ils? Et comment les neutraliser. Donc, les plans exacts de neutralisation. Pour les neutraliser, il faut savoir qui sont-ils. Et pour savoir qui sont-ils, il faut déjà savoir les définir et les localiser. Donc, aujourd'hui, ces trois questions ne sont pas répondues. Voilà pourquoi j'ai dit que la question se situe encore dans la pensée, dans la psychologie, mais du point de vue factuel, aujourd'hui, on n'en a pas encore des éléments nets. Alors, nous sommes en direct, mesdames et messieurs. Le moment viendra aussi pour nous de lire vos réactions, vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement d'aujourd'hui, la signature de l'accord? Donc, on va entériner l'accord signé le 27 juin, sera entériné aujourd'hui par Félix Tshisekedi et Paul Kagame sous la médiation de Donald Trump aux États-Unis, bien sûr. Donc, nous sommes déjà
dans cette atmosphère-là, ici à WAB Info, toute la journée, on va donc vous accompagner demain et pourquoi pas même les samedis pour vous aider à mieux comprendre tout ce qui se passe. Ici, on les fait, mesdames et messieurs, avec beaucoup d'impartialité. On essaie un peu de vous présenter qu'est-ce qui s'est fait. Même l'accord en question, il y a des points qu'on ne vous dit pas, mais qui peuvent aussi, dans les jours à venir, créer des remous au sein de l'opinion en République démocratique du Congo, comme c'est déjà le cas, ça commence déjà à se faire sentir. Alors, Gaëtan, le quatrième point, ici nous voyons maintenant un point aussi très sensible. Intégration conditionnelle de ces groupes. Donc, les groupes là, qu'on a désarmés ou qu'on a poussé à un désengagement, ces groupes seront intégrés de manière conditionnelle. Pas que les M23. Pas que les M23. Donc là, on revient un tout petit peu. Ouais, si, on revient parce que ce sont des processus. Hein, c'est une succession de processus. Parce que si vous vous rappelez très bien les processus de Nairobi, on prenait tous les groupes armés. On prenait en compte tous les groupes armés. Les M23 étaient au même pied d'égalité avec d'autres groupes armés avant d'intensifier aussi les combats. Voilà pourquoi les M23 a eu une certaine particularité en termes de traitement. Mais là, on revient peut-être petit à petit au niveau des Nairobi, tous les groupes armés. Non, Nairobi, c'était particulier, tel que vous venez en train de le dire. Oui. Vous êtes en train de le dire. Le M23 avait un statut particulier. Pourquoi? Parce que le M23 était, dans le cadre du processus de Nairobi, un interlocuteur direct de Kinshasa. Parce que le processus de Nairobi est né du fait n'est-ce pas, de l'activisme du M23. Ouais. Ça aussi, il faut les signaler parce que c'est du fait du M23 que le processus de Nairobi est né. Et donc, les M23, tout naturellement, devraient avoir un statut particulier. Mais le processus de Nairobi postulait qu'il fallait neutraliser les groupes armés négatifs non étatiques. Voilà. Les groupes armés, bien évidemment, les M23, puisque les M23 étaient déjà partenaires. Tout à fait. De Kinshasa dans cette neutralisation-là. Malheureusement, ce qui avait fait que ces processus-là n'avaient pas réussi. Non seulement dans ces processus, je vous complète, même à Doha, il y a un point sur lequel le gouvernement congolais et l'AFC/M23 se sont mis d'accord, la neutralisation de tous ces groupes armés, même quelques groupes de Ouazalène. C'est ça. Ouais. Tellement qu'il y avait une contradiction dans les chefs de Kinshasa, puisque Kinshasa était déjà devenu partenaire à plusieurs groupes armés qui s'étaient commués à Ouazalène, où d'ailleurs il y a une loi qui leur a donné toute légalité. La réserve armée de la défense. La réserve armée de la défense. Donc il y a eu à la fois une contradiction. Donc Kinshasa faisait une chose et son contraire à la fois. Et donc c'était impossible de continuer sur ce processus-là de Nairobi. Donc, lorsqu'on parle de tous les groupes armés, justement, c'est la conséquence du processus de Nairobi, la suite même du processus de Nairobi. Du processus de Nairobi. Alors, ça passe dans les oreilles des Congolais aujourd'hui quand on évoque l'intégration conditionnelle de ces groupes, tout ça. Et c'est pas les brassages, les mixages, comme ça s'est dit, bien que le chef de l'État était catégorique, disant Washington, il n'y a pas de brassage, plus jamais, c'est ce qu'il a dit, plus jamais de brassage, plus jamais des mixages au sein des forces armées de la RDC. Mais quand on parle d'une intégration conditionnelle, ça sous-entend quoi exactement? Et si l'on s'en tient même, parce que vous avez évoqué un peu le propos du chef de l'État, j'ai commencé par dire que ses propos évoluaient. Il est un peu, donc, il est un peu instable. Ses propos sont évolutifs. Très instable. Très instable, ce propos évolue. Parfois, il prend une position figée et on pense qu'il ne changera pas de position, mais d'un coup de baguette magique, on les sent qu'il change de position. Ben, Tshisekedi, pour moi, c'est comme c'est comme un drapeau dans le vent. Donc, tellement instable, à chaque vent, il est dans la communication politique. On comprend. Moi, politologue, personnellement, je comprends qu'il est dans la communication. Quel consommateur? Plusieurs Congolais. Les mêmes qui en ont fait les meilleurs élus de tous les candidats. Donc, dès lors que la population congolaise continue à être réceptive
dès lors que Tshisekedi est toujours audible dans les oreilles de Congolais, il continuera mais souvent, après... Oui, ça c'est très important, Gaëtan, permettez. Souvent, oui, il peut faire un discours pour essayer un peu d'emporter l'opinion dans sa façon de voir les choses, ou disons, dans son cas, et éviter beaucoup plus de voix critiques. Mais sur terrain, avec les faits qui se présentent, ne voyez-vous pas que cette opinion devrait aussi faire une comparaison? Tu sais qu'il dit ça, mais sur terrain, nous voyons souvent les contraires. Et essayer un peu de prendre une position beaucoup plus patriotique. Mais nous qui sommes dotés de ces petits rationalismes et de cette petite indépendance intellectuelle, bien évidemment, c'est de l'indépendance mais également de l'indépendance politique, oui. Nous pouvons constater qu'il y a un total déphasage entre tout ce qu'il dit, entre tout ce qu'il disait déjà depuis le début. Je ne rencontrerai Kagame qu'au ciel, je ne parlerai jamais avec des pantins. Pourtant, à Doha, c'est le cas, avec Kagame à Washington, c'est le cas. Donc, tout ce qu'il disait, on a senti que c'était pour quelqu'un d'averti et quelqu'un de rationnel, c'était de la politique, de la communication politique à la fois électoraliste, parce qu'à ce moment-là, il avait besoin des gens pour... C'est une fibre aussi très sensible. Si vous touchez, vous parlez du Rwanda, vous parlez de la guerre, beaucoup de Congolais vont directement s'aligner derrière vous. C'est ça. Donc, à la moindre escarmouche, tout ça. Donc, tout ce discours-là, si on essaie un peu de parcourir ces discours vis-à-vis de ce qui se passe à l'est de la RDC, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de communication que des prises de position. Donc, il n'y a pas de prise de position, il n'y a que de la com. Et jusqu'à maintenant, il continue à dire qu'il n'y a pas de brassage, il n'y a pas rien, mais il y a ces points-là que vous venez de souligner. Certes, c'est le français qui change. Mais c'est la même chose. Mais c'est quasiment la même chose. Comment ça va se faire? Je vois les paroles du gouvernement expliquer, ça se fera cas par cas. Mais est-ce que... Au cas par cas, j'ai évoqué ici le problème de dénicher qui sont congolais au sein de M23 et qui sont rwandais. Ce qui n'est pas facile. Puisque les M23 se réclament congolais. Et donc, ce serait difficile, à mon avis même impossible, de trier les Rwandais. Mais ce débat revient toujours. De trier les Rwandais. Avec toutes ces guerres, cette succession de guerres. Ça serait très difficile de trier les Rwandais du M23. Puisque pour les M23, il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Tous les soldats du M23 qui combattent là, le M23 dit qu'ils combattent pour leur pays. Donc, ça sera très difficile. Voilà pourquoi même cette intégration, entre guillemets, conditionnelle, puisque c'est là que Kinshasa fonde tous ses arguments en disant que ça se fera au cas par cas, et ceux qui se sont livrés au... Mais les discours changent souvent. Je me rappelle, je profite aussi pour l'évoquer avec vous. Moi, il y a nous dire, il y a une ligne rouge pour qu'on arrive aussi à conclure cet accord avec Kagame, qu'il retire tout d'abord ses troupes de la RDC. Mais aujourd'hui, l'accord sera signé, pendant que, selon la rhétorique de Kinshasa, les troupes rwandaises sont toujours sur le sol congolais. Et puis on vient en disant, pour matérialiser tout ce qu'on va prendre comme engagement, il faudra que les Rwandais retirent ses troupes de la RDC. Donc on essaie un peu d'adapter les discours à l'évolution aussi de la situation. Les discours politiques, c'est une communication politique. Et Mouyaya est là pour communiquer politiquement. Quel est le rôle d'une communication politique si ce n'est que de s'assurer des adhésions, d'attirer des adhésions populaires. Jusqu'à quand? D'assurer des adhésions populaires. On va dire ça, mais dans les faits, on voit le contraire. Non, mais tu verras peut-être que tu auras le temps de lire les commentaires, tu verras qu'il y en a qui adhèrent aujourd'hui au discours ô combien changeant du régime en place. C'est que le régime, moi je comprends, politologue je comprends la communication politique dans laquelle ils sont, les discours politiques dans lesquels ils sont, qui est teinté de tout sauf de sincérité et d'honnêteté. D'ailleurs, l'objectif de la communication politique, ce n'est pas que d'être perçu comme sincère, mais de s'assurer des adhésions. Aujourd'hui, on continue d'avoir beaucoup d'adhésions, des gens qui adhèrent, n'est-ce pas, à leur discours, mais le même Mouyaya qui disait que Tshisekedi n'allait pas aller aux États-Unis avant que les M23 ne se retirent. Il y est allé pendant que les M23 Il avait aussi promis, je me rappelle, 48 heures avant Goma ne tombe, il y avait la série, il était dans un briefing presse avec Julien Paluku,
à l'époque ministre du commerce extérieur. Non, là, il était ministre du commerce de extérieur. l'industrie. Industrie ou commerce. L'industrie. Commerce extérieur, industrie, voilà. Il avait dit non. En tout cas, ils ne prendront pas. Mais Ils sont déjà, très loin, ils ne sont même pas à ça. Voilà pourquoi Pendant que là, voilà, FM23 voilà était, pourquoi la plupart de nos abonnés doivent avoir cette culture-là de l'analyse des discours. C'est très important. Oui. Et dans la politique, c'est très Tout important. à fait. L'analyse, pourquoi il fait ces discours? Pour quelle finalité? Quelle finalité? Justement, la finalité, c'est pour Quel gagner mon âme. objectif? Oui. La finalité, c'est pour gagner mon âme. Il va venir avec beaucoup de français, beaucoup de mots. En fait, nous sommes dans la propagande. Justement, mais même en 2012, lorsque Goma tombe, ouais. chez nous, on était déjà assiégés, mais la mère Mende disait qu'aucun maître du territoire congolais ne sera confirmant que Goma n'est pas. C'est ça, justement, c'est de la communication politique. Récemment, Tshisekedi a promis que l'aéroport de Goma allait être réouvert avant la fin de l'année. C'est pas jusque là où est-ce qu'on en est, mais c'est de la communication politique. Et le plus malheureux est qu'aujourd'hui, mais est-ce qu'aujourd'hui, là vous parlez de la communication politique, est-ce qu'on peut l'amener, même dans un cadre beaucoup plus institutionnel, dans un conseil des ministres? Là, ce sont des affaires sérieuses qu'on traite. Mais on amène aussi les discours politiques dans un conseil des ministres. Non, mais les ministres sont les mêmes. Ils sont de la même obédience. Ils se disent dans le conseil des ministres, qu'est-ce qu'on va dire? Oh, donc ils n'arrivent pas à mettre de côté les robes. Non, c'est ça. Même dans les conseils, ils se disent, qu'est-ce qu'on va dire aux Congolais? Après, c'est ici, qu'est-ce qu'on va dire aux Congolais? Alors, ils réfléchissent ensemble comment ils vont mentir aux Congolais. C'est ça. Donc, un communiqué, un compte rendu, Mouyaya, la caméra va assumer devant les journalistes qui disent, on va en parler d'ailleurs, sont de la même couleur. On va en parler, ne vous en faites pas. Alors, les derniers points pour qu'on attaque directement, mesdames et messieurs, ces points qui créent beaucoup de polémiques. Est-ce que le Parlement congolais, au-delà du fait d'être informé, est-ce qu'il y a eu un débat qui a été aussi organisé, tenu, voilà, l'Assemblée nationale, pour justement procéder à ce qu'on appelle la ratification, voilà, de cet accord. Avant qu'on parle de ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui sera fait, mais est-ce que ça a été fait au niveau de l'Assemblée nationale? On va aussi en parler. Alors, les derniers points, parce que j'ai parlé des 5 dispositions, la dernière, c'est la création d'un cadre de coopération économique régionale entre la RDC et le Rwanda. Business, on ne peut pas mettre ça de côté. Les business entre les deux pays. Je me rappelle... Création d'un cadre de coopération économique régionale entre la RDC et le Rwanda. Ça existe même, je dois le dire, mais jusque-là, qui n'est pas entré, qui n'est pas encore... Les échanges économiques... On dit souvent que l'une des stratégies pour taire les armes, ce sont des échanges économiques. Dès lors que vous êtes lié économiquement avec un autre État, c'est difficile que vous fassiez la guerre. Mais c'est ça le principe. Les business n'aiment pas les business n'aiment pas de bruit, justement, lorsqu'il y a du gagnant-gagnant, tout ça, vous n'avez aucun intérêt à vous faire la guerre. C'est quelqu'un qui est toujours qui est toujours dans cette logique. Lui, là, il est dit tous les jours, depuis son accession au pouvoir, il voulait tout simplement qu'il y ait cette coopération entre les pays dans la sous-région, les business gagnant-gagnant, RDC Rwanda, RDC Tanzanie, RDC Ouganda, Burundi, tous ces pays. C'est ça. Donc, justement, je ne sais pas si c'est pour cette raison qu'il avait intégré la RDC de l'EAC. Moi, je ne sais pas. Justement, ça fait partie des raisons. Ça. Même si là aussi, les parlements n'avaient pas été informés. Son argumentaire, mais moi, je rappelle que tout lien, tout partenariat, tout contrat, comment dirais-je, tout partenariat, qu'il s'agisse de partenariats économiques, qu'il doit reposer sur la bonne foi. La bonne foi et la sincérité. Dès lors que chacun trouve ses intérêts, ne voyez-vous pas que la bonne foi pourra peut-être s'imposer? Chacun trouve ses intérêts. À juste titre. Après, si déjà, à la base, l'un des partenaires n'est pas honnête, n'est pas sérieux, c'est très difficile de bâtir les fondations d'un bon partenariat économique. Et pourquoi lier les deux aspects, l'aspect économique et l'aspect sécuritaire? Pourquoi lier les deux? Moi, peut-être, ça aurait été mieux peut-être qu'on se focalise d'abord sur l'aspect sécuritaire, qu'on trouve déjà un compromis, qu'on constate justement que sur terrain, il y a des avancées.
Et puis, après tout ça, on peut maintenant discuter business. Mais pourquoi mêler les deux au même moment? C'est pour cette raison que c'est le dernier point. C'est supposé que tous les préalables là, du point de vue sécuritaire, auront été rencontrés. Auront été rencontrés. Donc, moi aussi, bien que dans les faits, si nous constatons que ça n'avance pas. Oui. Ça n'avance pas. Non, mais ça, c'est justement des idéaux. Ce sont des idéaux. On sait que dans les faits, il y aura toujours... De la théorie. De la théorie, quasiment. On sait que dans les faits, il y aura toujours des problèmes d'exécution. Mais après, moi, j'ai toujours adhéré à ces principes-là. Oui. Lorsqu'on est lié par un partenariat économique où tous on gagne, c'est très difficile qu'on se fasse la guerre. Par exemple, aujourd'hui, c'est très difficile que la France fasse la guerre à l'Allemagne. Pourquoi? Parce que au-delà d'un précédent plutôt sombre entre deux nations, ils ont aujourd'hui beaucoup d'accords économiques, ils fondent, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui les lient. Donc, lorsque vous êtes lié par certains impératifs, un partenariat qui fonde d'ailleurs des impératifs entre vous, c'est difficile que vous fassiez la guerre. Donc, moi, je pense que c'est un des points les plus importants. Voilà. Alors, je vais profiter déjà pour lire quelques commentaires de nos chers abonnés, c'est téléspectateurs en direct pour appareil Insta sur Web Info Télévision. Héritier Talabouanga qui signale sa présence, voilà, depuis l'Angola. Obrigado. Merci à vous également. Bonjour mon frère, est-ce que c'est vrai que la signature des paix, c'est aujourd'hui? Exactement, c'est aujourd'hui, cher Dani Massambila. Aujourd'hui, nous sommes les 4 décembre 2025, il est 11h56 à Goma. Présentement, il est 6h57. Voilà, 6h57 au niveau de Washington. Donc, c'est un peu ça, cher Dani Massambila. Il revient en tout cas, si c'est aujourd'hui, les forces étrangères se sont déjà retirées dans les territoires congolais. Alors, je crois Gaëtan a donné beaucoup d'explications. Nous constatons justement que sur le terrain, rien n'avance. Alors, il y a même un flou à ce qui concerne les forces étrangères. Les Rwandais qui vous disent nous ne sommes pas sur le sol congolais. Nous sommes juste sur les longues frontières parce qu'on avait mis en place des mesures défensives pour éviter à ce que les FDLR fassent des incursions sur les Rwandais. C'est ce que le Rwanda dit. Kinshasa dit plutôt que la présidence de l'AFC M23 il fait déjà allusion, voilà, à la présence des militaires rwandais. C'est ce que Kinshasa dit. Donc, il y a une confusion autour de ça. Alors, comment est-ce que les deux chefs vont signer l'accord de paix tandis que notre territoire est sous contrôle des forces étrangères? Voilà, des questions aussi fondamentales. Et Dani Sambila essaie un peu d'évoquer. Je vous suis à partir du site Kivu. C'est Christian à Kalehe. Merci à vous, Christian, depuis Kalehe. Oui, l'accord est à l'avantage de la RDC, mais c'est sa faisabilité qui pose problème. Serge Birimouiragui. Merci à vous, Serge. Vous perdez le temps. Les FDLR existent car les FDLR n'allez pas lancer des messages de sensibilisation aux gens qui existent, aux gens qui n'existent pas. Donc, les FARDC plutôt. Les FARDC n'allaient pas... Je précise, il dit les FDLR existent. S'ils n'existaient pas, les FARDC n'allaient pas lancer des messages de sensibilisation aux gens qui n'existaient pas. Voilà. La population de Massissi, Rutshuru, Walikale le sait bien. C'est Jean-Jacques Faras Safari. Merci à vous, Jean-Jacques. Ndaishimi, humiliation in USA. Voilà, merci à vous. Mais vous là, nous sommes fatigués. Edmond Mystère, dites à Tshisekedi, dites à Kagame que vous êtes fatigués. Nous, on ne fait que faire des analyses ici, cher Edmond. Pourquoi vous ne voulez pas condamner les M23? On va condamner les M23 comment? Les M23, c'est les partenaires de Kinshasa. Ils sont en train de discuter à Doha. Même si ici on condamne, ça va changer quoi? Les M23 sont les partenaires de Kinshasa, n'est-ce pas? Ils sont en train de discuter. Nous, ici, on peut condamner, mais bon, pour quelle finalité? En tout cas, il faut aussi avancer, hein, cher John Chimanga. Salut à vous tout de même. Les Africains doivent apprendre à exploiter les ressources en y tirant profit. Pourquoi les forces extérieures doivent intervenir? Congolais, soyez vigilants
et conscient. Je vous suis depuis Aru, Anitouri. Quand sera la pratique de cet accord? Donc, en tout cas, c'est aujourd'hui, hein, peut-être. La pratique. Ah, oh, la pratique, il parle de la pratique. Oui, je vous suis depuis Aru. Oui, la pratique. La Jusque là, nous sommes dans la théorie. signature, c'est une chose, la pratique, La pratique, en est une autre. très bien, en tout cas, cher Fabrice. Hein, en tout cas, c'est très important. Donc, on va tous voir ce que ça va donner, mais jusque-là, si on prend en compte, parce que ça fait déjà 6 mois que l'accord existe, mais sur terrain, on n'assiste pas à des avancées aussi notables, que ce soit au niveau des Doha, que ce soit au niveau de Washington. Aujourd'hui, on va entériner quelque chose qui n'est pas aussi respecté sur terrain. Donc, je ne sais pas si on va mettre les garde-fous, on va mettre quelque chose en place pour que les choses aillent mieux. Je vois aussi le message de Mumbumbu James, voilà, qui nous soyez des journalistes indépendants. Voilà, ne vous en faites pas pour ça. En tout cas, si c'est de l'indépendance, nous sommes dans cette indépendance. On n'est pas dans les Djalelo, on n'est pas justement, je ne sais pas dans quoi, mais on est là justement pour vous dire la vérité, pour que vous puissiez aussi comprendre comment les choses évoluent. Alors Gaëtan, avant de parler, d'évoquer cet aspect des choses, la ratification, on ne sait pas où est-ce qu'on en est pour côté RDC, mais on va entériner aujourd'hui. Alors, Mouyaya et le porte-parole du gouvernement congolais et ministre de la communication et médias, et Tina Salama, porte-parole du président Félix Tshisekedi, ont clarifié, ils ont fait un point de presse hier, depuis Washington aux États-Unis, pour justement essayer un peu d'expliquer les contenus de cet accord, tout ce qui va se passer. Alors, il y a une question qui fait beaucoup parler, et est-ce que le Parlement congolais est informé? Suivez la réponse. Tina Salama et même Mouya qui essaie un peu de compléter, mesdames et messieurs, dans cet extrait, et puis on va revenir pour faire des analyses y afférentes. Bonjour et bonsoir à Kinshasa, où il est 19h05 avec 6 heures de décalage. Nous sommes ici à Washington DC, où demain la République démocratique du Congo va écrire une nouvelle page de son histoire politique, à la fois pour la région de Grand Lac, mais aussi dans la relation avec les États-Unis d'Amérique. Ce briefing, nous les faisons ici pour donner un peu le temps des activités. Alors, ce qui est important de rappeler, c'est que je pense que la Constitution donne le droit au président de la République. Je pense que c'est l'article 213 qui dit que le président de la République négocie et ratifie des traités ou des accords internationaux. Ensuite, le gouvernement doit informer le Parlement. Et je pense ici qu'il y a eu des mécanismes, en tout cas via le gouvernement de la République démocratique du Congo, quand le président s'est engagé comme garant de la nation, le gouvernement a suivi par d'autres mécanismes pour aller informer le Parlement. Peut-être que ça n'a pas été fait de manière officielle pour que vous autres de la presse soyez informés pour peut-être en parler, mais je pense que le Parlement a suivi cela. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Washington avec le président de l'Assemblée nationale qui pourra répondre à vos questions. Je pense qu'il est assez ouvert. Vous pouvez l'aborder, Monsieur Emeboji, qui est ici, donc il pourra répondre à vos questions sur cette question-là et il va, je pense, vous rassurer que cela a été abordé peut-être de manière informelle avec le Parlement, mais ils sont informés. Gaëtan Kombi, on vient là d'évoquer l'article 213, justement, de la Constitution. Tout accord, parce que là, ça va prendre des décisions sur notre Constitution. Il faut le préciser, les traités, les accords au niveau international ont justement cette primauté, voilà, à la Constitution, aux lois de la République. Donc, le Parlement, jusque-là, aucune séance plénière, moi, je l'ai toujours dit ici, heureusement, les gens commencent à comprendre donc, à comprendre mon inquiétude quant à ça. Le Parlement, on dit que bon, on va informer après tout ça. Boji est là, les quelques députés sont là, ils sont informés, ils savent tout ce qui se passe de manière informelle. C'est ce que Tina Salama vient de dire là-bas. Mais c'est très grave. C'est très grave que la Constitution soit aussi facilement tripatouillée. Bon, bien sûr, on a été habitué au tripatouillage de la Constitution auparavant, mais là, c'est grave, puisque c'est parmi même les principes fondateurs de la Constitution
une des dispositions qui fonde d'ailleurs le principe fondateur de la Constitution qui vient d'être complètement piétiné. Piétiné, pourquoi? Parce qu'il s'agit quand même d'une institution qui piétine l'autre. Pourtant, chaque institution de la République, là je parle de la présidente de la République, de l'institution président de la République et l'Assemblée nationale, chaque institution a sa place, n'est-ce pas, dans le vécu de la nation, dans le fonctionnement régulier de la nation. Là, c'est l'Assemblée nationale qui vient d'être quasiment, comment dirais-je, mise dans la poche par le président de la République. Aucune saisine du Parlement de manière formelle. Non, mais vous avez essayé un peu de parler de l'article 213 de la Constitution qui est pourtant clair quant à les accords de paix. 214 plutôt. 214. Voilà, les accords de paix ne peuvent être, comment dirais-je, conclus ou entérinés. Ils sont ratifiés par le président de la République, mais c'est en vertu d'une loi. Et qui vote une loi, c'est le Parlement. C'est ça. C'est le Parlement, donc l'Assemblée nationale n'a jamais... On peut dire, même la ratification, c'est d'abord, parce qu'au niveau du Parlement, le président va maintenant confirmer cela par une loi. Non, mais la loi précède la ratification. Tout à fait. La loi précède la ratification. Et qui dit loi dit les législateurs. Qui dit législateur voit effectivement le Parlement. Oui. Mais l'Assemblée nationale, c'est quoi la réponse que Tina Salama nous dit? Elle pourra être informée en aval. Pourtant, le fameux démarchage institutionnel voudrait que l'Assemblée nationale soit fixée en amont pour donner son avis. Rappelez-vous quand même que Vital Kamerhe avait démissionné à cause de ça. Parce qu'il avait dit en 2009, il avait démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale parce qu'il avait dit n'avoir pas été informé de quoi que ce soit. D'un accord, lui comme chef d'institution. Lui comme chef d'une institution. D'avoir été informé d'un accord militaire. Oui. Donc, rendez-vous compte quand même de la gravité de la situation. Et donc, si aujourd'hui, aucun Congolais, puisque les gens peuvent nous traiter de tous les noms, ils disent que nous sommes au service du Rwanda, ils disent que nous sommes au service de ceci, cela, mais si un Congolais ne comprend pas comment aujourd'hui la Constitution a été, c'est un jour sombre, la Constitution a été tripatouillée. Et Patrick Mouyaya, qui dirait c'était député national, moi je ne sais pas comment il peut appuyer. Il a aussi appuyé en disant que tout est clair, on fait le tour des universités, on informe. Jenny, nous sommes dans un régime de représentativité. Nous sommes dans une démocratie représentative, pour répéter les mots que l'on utilise dans des cours de droit. Nous sommes même les nous exerçons au Congo, il s'exerce une démocratie représentative. Ça veut dire que les députés qui sont élus par le peuple sont, n'est-ce pas, le représentant de ces peuples-là. Justement. Et donc, en guise de responsabilité, parce que qui dit responsabilité dit aussi les devoirs de rendre compte. Lorsque vous partez signer des accords de paix, encore qu'aujourd'hui, aucun Congolais n'a la disposition totale de cet accord, ça veut dire qu'en rentrant au pays, vous avez ces devoirs-là de rendre compte de l'accord que vous avez signé au nom des Congolais. Pour rendre compte, où est-ce qu'on ira rendre compte dans une démocratie représentative? Non, mais malheureusement, mais dans une démocratie représentative, c'est devant les représentants du peuple, qui sont les députés nationaux. Malheureusement, aujourd'hui, aucun député national ne s'est insurgé. Voilà. Justement, convoquer même la ministre des Affaires étrangères. Aucun député national ne s'est insurgé. Voilà pourquoi vous allez comprendre tout ce que j'étais en train de dire ici par rapport au rôle que devrait jouer malheureusement Aimé Boji au service de l'exécutif pour assurer un peu la passerelle de tout ce que fera l'exécutif. Tout passera comme une lettre à la poste. À la poste, voilà. Donc, tout en se méfiant totalement de l'Assemblée nationale qui, du reste, est la représentation du peuple. Donc, parce que l'accord doit être débattu à l'Assemblée nationale, tout d'abord, et puis validé par une loi. On est
en n'informant pas l'Assemblée nationale de quoi que ce soit, parce qu'ils disent qu'ils ont informé, voilà, le président de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale qui représente tous les peuples. Nous sommes quand même dans une démocratie. Qui dirait c'était représentatif. Elle a dit, ils ont informé les présidents de l'Assemblée nationale via une réunion interinstitutionnelle. C'est grave ça. De manière informelle. C'est tout la salama qui est grave. Informel. C'est grave. C'est encore plus grave. C'est d'autant plus grave que cet accord-là, qui n'a jamais été mis sur la place publique, parce que moi, lorsque j'ai dit la place publique, je vois l'Assemblée nationale. Même le journal officiel. Même le journal officiel. Oui, je vais y arriver. Oui. Cet accord-là, qui a été signé, on ne sait où, quand, et on ne sait même pas son contenu, aura une valeur supérieure à la Constitution de la République. Donc, ça sera plus la loi fondamentale de toute la République démocratique du Congo. Et donc, les Congolais seront obligés de se soumettre à un accord dont ils n'ont pas ni connaissance du contenu, ni contexte de sa signature ou de sa ratification. Et donc, cela veut dire une chose. Si l'accord n'a pas été, si les Congolais n'ont pas été informés d'un quelconque accord, les liant avec un autre pays ou avec un autre mouvement, une organisation, ces Congolais-là n'ont pas l'obligation de s'y soumettre. Pourquoi? Parce que le principe de publicité même de la loi veut dire que le peuple ne peut se soumettre que à une loi ou un accord. Mais il y a beaucoup de précédents. Il y a beaucoup de précédents, mais on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer. Voilà, pour les abus. Je vais faire un petit rappel de tous ces précédents. Moi, je ne suis pas obligé d'être lié à une loi dont je n'ai pas connaissance. Ce ne sont pas là les juristes. Non, mais à une loi dont je n'ai pas connaissance. Les cas de jurisprudence. Non, mais je n'ai pas été... il n'y a pas eu de communication officielle par rapport à l'existence d'une loi ou d'un accord. Oui. La conséquence est que moi, je ne suis pas lié à ça. Mais aujourd'hui, nulle part dans le journal, on est dans l'EAC. Je vais vous rappeler, on est dans l'EAC. Est-ce que vous savez que notre intégration dans l'EAC n'avait pas tenu compte c'est grave. L'intégration dans l'EAC. Deuxième point. L'accord qui se discute parce qu'on est dans un accord cadre, c'est juste un accord cadre et puis il y aura un accord global et d'épée. À Doha, le Parlement ne sait absolument rien. Et pourtant, rappelez-vous, le Parlement sous Christophe Mbosso, l'Assemblée nationale, avait voté une loi interdisant toutes ces discussions avec des groupes qualifiés de terroristes, justement par le gouvernement. Et là, le Parlement est contre les brassages, les mixages. Il y a une loi. On ne peut plus donc intégrer, même dans la vie civile, ça sera difficile d'intégrer tous ces chefs rebelles, même dans des institutions partout là-bas. Mais il faut voir ce qu'on discute à Doha. Donc, ils sont là peut-être les précédents qu'il faut à ce qu'on continue à commettre les mêmes erreurs. Mais personne n'en parle. On voit, nous on est en train de le dire ici, aucun député, s'il vous plaît, même, malheureusement, même c'est de l'opposition. On voit l'opposition en parler dans les coulisses, mais de manière aussi officielle au niveau de l'Assemblée nationale. Aucune interpellation, aucune question d'information, juste une question d'information n'est aussi soulevée. Mais c'est grave. C'est grave. Vous venez de dire des choses assez intéressantes. Malheureusement, les gens vont toujours nous étiqueter de ceci, cela. Mais quand même, c'est grave qu'une institution puisse, comment dirais-je, puisse phagocyter une autre. Ouais. De la manière la plus injurieuse. De la manière la... C'est au-delà. Et de la manière la plus injurieuse. De la manière la plus injurieuse qui soit, parce que là, il s'agit quand même d'une question de vie ou de mort de l'État congolais. Vous partez lier l'État congolais par des accords de paix sans informer au préalable sa population. Qui dit population congolaise dit les députés nationaux, les parlements. Mais nulle part, le Parlement a été consulté au préalable sur l'existence d'un quelconque accord. Et le ministre de la Communication, qui est député d'ailleurs de Surcroît, vient dire que le Parlement, bon, en fait, il sera informé en aval de ce qui se passera. Mais c'est grave. C'est grave. Mais
on en est à un niveau d'inconscience politique où finalement tout est normal. Je ne vois pas des tollés quant à ça. D'ailleurs, des gens sont en train de normaliser ça. Mais je vous jure qu'on est au-delà du présidentialisme. Il y a un message ici, hein, très important, un commentaire de Anaclé Kabamba qui dit ceci: chers journalistes, la population n'a pas besoin des connaissances théoriques de la Constitution, mais du concret qui est la paix. Donc, si ça va nous amener la paix, que les parlements soient informés ou pas, ok, allons-y, selon Anaclé. C'est grave. Non, mais c'est grave, même l'éducation politique. Moi, je ne suis pas en train de cracher sur Anaclé, mais c'est grave. S'il ignore même les principes fondateurs d'un État, le rôle donc, de la principe, là, l'État n'existe plus. Le rôle de la Constitution dans un État. Ouais. Comprenez. En tout cas, il y a les textes qui régissent même les fonctionnements, tout ce que nous pouvons faire, il y a les textes. Il y a les textes. Même le fait pour Anaclé de s'exprimer, c'est parce que la Constitution permet la liberté d'expression. Parce qu'il y a une loi justement pour ça. Voilà pourquoi vous vous exprimez. Je comprendrais qu'un Congolais ignore les dispositions principales ou fondamentales de la Constitution, ça peut arriver. Mais dès là, ignorer même la place de la Constitution dans un État, c'est grave. Oui. Et ça prouve à suffisance pourquoi les Congolais sont le peuple le plus insensible à tous les abus. Les peuples africains les plus insensibles à tous les abus. On a vu en Afrique de l'Ouest comment le peuple s'est révolté. Oui. On a vu récemment à Madagascar comment le peuple s'est révolté. En Guinée, je crois en Guinée-Bissau. Oui, en Guinée-Bissau, comment le peuple s'est révolté. Partout là-bas. Parce que, et c'est là que moi je situe les problèmes, le principal problème congolais. Le principal problème congolais, c'est l'éducation politique. Dès lors que les Congolais ne seront pas éduqués politiquement et civiquement, ça sera très compliqué d'être exigeants vis-à-vis de leurs dirigeants. Parce que là, très cher Congolais, il s'agit de votre droit à l'information même qui vient d'être violé. Oui. On ne vous informe pas d'un accord qui vous lie, non mais qui lie même votre destinée. Oui. J'entends des gens dire... Cher Anaclé, revenez, dites-nous, peut-être qu'il est lancé, peut-être qu'il est informé, il connaît ça. Qu'il revienne peut-être pour nous expliquer, pour nous dire de tout ce qui est théorique, que la paix revienne. Mais dès lors que la paix revienne, c'est... Voilà. C'est grave, c'est affligeant, mais moi je pense que il se pose un sérieux problème d'éducation politique et je trouve que les dirigeants actuels, cette situation fait leurs affaires parce que dès lors que vous avez un peuple naïf, un peuple inconscient, un peuple moins instruit politiquement, un peuple non civilisé aussi, vous pouvez faire même 1000 ans au pouvoir parce que là, c'est vraiment... Je ne sais pas quoi dire, c'est de la dictature qui fait qu'on prive au peuple même son droit, non seulement d'être informé, mais aussi son droit de donner son avis par rapport à pourtant un accord qui cadre même avec la survie de l'État. La survie de l'État. Alors, Gaëtan, lisons d'autres commentaires. Hein. Il y a beaucoup en tout cas. Martin qui nous dit « Bonjour mon journaliste ». Bonjour à vous Martin. M23 ne sont pas partenaires de Kinshasa, mais plutôt antagonistes. Voilà. Anaclé Kabamba qui revient. Ne sont pas partenaires, mais plutôt antagonistes. Donc, je ne sais pas si on peut conclure des accords. Dès lors qu'on signe un accord, là, on devient déjà partenaire parce qu'on va mettre ça en œuvre ensemble. Et le faire ensemble, ça veut dire qu'il y a un partenariat qui se dessine entre les deux camps. Avec le Rwanda aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, fini les histoires là des paroles, je ne sais pas comment. Vous pouvez les faire, mais tout en sachant que dans l'esprit de l'accord, on ne peut plus les faire. C'est un peu ça, cher Anaclé. Voilà, si vous êtes indépendant, vous devez condamner tous les deux. Bon, Gaëtan l'a fait ici, en parlant de cette violation de cesser les faits. Il a dit il y a ces manques voilà, de volonté de part et d'autre. Côté Kinshasa, tout comme côté FCM23, même côté Rwanda, pour matérialiser tout ce qui est pris comme engagement. Il a dit, je ne sais pas si tu nous as suivis dès le début, mais quand même, on a parlé de ça. Bonjour mon frère, est-ce que cet accord va aboutir à la paix? Car on a signé beaucoup d'accords avec ces ingrats, mais ça n'a pas apporté la solution. La guerre de l'Est, cette fois-ci, trop c'est trop. Peut-être à Kinshasa,
là, c'est les messages que je viens de lire, c'est des Tabaro Kito fidèles. Mubumbu James, peut-être à Kinshasa, les gens pensent que c'est de la blague, mais il y a les sangs qui coulent. Très, très, très fondé. Mais Vital Kamerhe l'avait dit. Vital l'avait dit. Hein. Il y a même des gens qui l'avaient dit, il avait été lynché par ses pairs. Oui, là, c'est toujours à Kinshasa. Bonjour, Wab Info TV. C'est Banks Mukendi depuis Kasumbale Salubumbashi. Vous vous trouvez dans quelle province? Wab Info est partout. Même à Lubumbashi, vous pouvez retrouver Wab Info parce que c'est une chaîne aussi à caractère ou à dimension internationale. Voilà. Suivez plutôt les modèles de l'AS, donc Alliance des États d'Israël. Restez vigilants, éduquez vos enfants de ce qui se passe. C'est le Congolais lui-même qui libérera les pays. Moutamba Alain, merci à vous. Nous avons l'espoir que ça va aller bien. Ephraim Ngalo, en tout cas l'espoir est permis. Le M23, c'est l'inspiration du peuple congolais. Selon M. Joseph Kabila, l'ancien président, John Nochimanga qui l'a dit, chers journalistes, est-ce que pour terminer la guerre dans l'Est, on ne peut pas faire un dialogue national inclusif? Exclusif plutôt, voilà. Le mot inclusivité nous revient toujours en tête. Un dialogue exclusif, donc un dialogue où on va exclure certaines personnalités, certains groupes. Selon moi, la paix dans l'Est ne viendra ni de l'Orient ni de l'Océan. Voilà, pays de l'Occident. Les dialogues ne vont pas terminer la guerre. La guerre est économique. Chers journalistes, la population, voilà, j'ai déjà lu ces messages. Journalistes, il faut comprendre que la Constitution ne vaut rien sans que la paix, sans qu'il y ait la paix, voilà. Et vous parlez beaucoup, mais vous nous informons pas, voilà, grand-chose. Dites-nous dans un français simple. C'est quoi l'éducation politique dans un français simple? Il faudrait déjà lui demander. Ça, c'est en tout cas à bout portant. Oshindi Mazino. Merci. Gaëtan va te répondre. Ne t'en fais pas. L'éducation politique, c'est simplement la capacité d'un citoyen à comprendre ce que c'est l'État. C'est ça. S'il ne comprend pas ce que c'est l'État et le rôle de l'État, parce que vous savez, l'État a plusieurs obligations vis-à-vis des citoyens. Et les citoyens ont plusieurs obligations vis-à-vis de l'État. Alors, l'éducation politique, c'est simplement cette capacité du citoyen. Alors, je ne sais pas si notre abonné, comment il s'appelle? Il s'appelle Ushindi. Je ne sais pas s'il a cette capacité-là, mais si Ushindi, tu as la capacité de savoir tes obligations vis-à-vis de l'État et les obligations de l'État vis-à-vis de toi, tu es bien éduqué politiquement. Malheureusement, c'est simple. Malheureusement, si tu... Là, c'est un terme des obligations-là. Oui. C'est que tu dois faire pour l'État, c'est que l'État doit faire pour toi, sont couchés dans un texte fondateur qu'on appelle la Constitution. Alors, si tu ignores la place de la Constitution dans le fonctionnement de l'État et même dans tes interactions, toi, avec l'État, c'est que tu... Je ne sais pas comment dire. Tu n'es pas bien éduqué politiquement. Imaginez, tu payes tes impôts, tes taxes, et puis en retour, l'État est incapable de te garantir la sécurité. Voilà. Là, toi, tu réponds tu fais à tes obligations envers l'État, mais l'État ne fait pas pareil. C'est ça aussi. Donc, s'il y a ces décalages, donc il y a une chose plutôt qui ne va pas. Et là, on les dit clairement. C'est aussi ça. Donc, on n'a pas besoin de faire des thèses, des doctorats ou je ne sais pas quoi pour maîtriser tous ces concepts. Même quelqu'un, un simple citoyen, éducation civique et morale. À l'école primaire, s'il vous plaît. À l'école primaire, on nous a appris les obligations d'un citoyen envers l'État et de l'État envers un citoyen. C'est très simple, cher Ushindi. Mais pourquoi les accords de paix les mènent-ils si loin? Ça s'est toujours produit, voilà, plutôt là où la paix a été menacée. Bon, on n'a pas bien compris. Serge, vous êtes... Serge Birimoueragui, des étiquettes encore une fois. Ensemble pour la République.
Bonjour, chers journalistes. Juste une question, si vous le permettez. Est-ce pour faire un accord de paix demande de passer par un référendum? Pas du tout. Pas du Mais tout. il y a des questions Ouais. qui nécessitent le référendum, mais pas Oui. forcément Pas- l'accord de pas paix. justement Il y a l'accord par de paix comme exemple ça s'est fait la aujourd'hui. cessation d'une partie du territoire Là, on congolais, peut passer par un référendum. le changement Oui. de... Même il y a le changement de la Constitution. de la Constitution. Voilà, ça donc de nécessite quitter une le république référendum. Mais pour si une vous autre. me permettez un peu Oui. d'étendre Mais c'est aussi d'étendre le pédagogique. raisonnement, oui, c'est très Allez-y, pédagogique. Hein. De monsieur, c'est qui déjà? Il s'appelle Modeste. Hein? Modeste Kazadi. Oui, moi je comprends l'inquiétude de Modeste Kazadi. Oui. Parce que moi-même je l'ai développée, j'ai nourrissé cette inquiétude-là. Mhm. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la population qui élut les députés a l'impression que les députés ne servent plus à rien pour des questions aussi vitales que celles concernant notamment la souveraineté nationale, que celle Il y a concernant plus aussi de légitimité dans la représentation. Il y a une crise de représentativité, c'est le mot qui Voilà, vaille. plus Parce de que représentativité. aujourd'hui, la population ne se reconnaît plus dans ses élus. Et donc, la population veut prendre lui-même son pouvoir en main plutôt que de la déléguer ou de la céder à quelques, je ne vais pas utiliser les mots forts, mais à quelques inconscients. Parce que là, nous avons une Assemblée nationale bourrée d'inconscients qui ne sont là que pour leurs propres intérêts, qui ne sont révoltés, qui ne sont révoltés, non, mais c'est ça, qui ne sont révoltés. Mais vous avez dit quelque chose à juste titre d'ailleurs. Aucun député, aucun. On est sur Twitter, on est sur différentes plateformes. Aucun ne s'est insurgé contre cette dictature de l'exécutif vis-à-vis du législatif. Aucun. On avait vu des branches des députés se soulever lorsque leur voiture avait été détournée ou lorsque leur per diem n'avait pas été versé. Je vous arrête un tout petit peu. Est-ce que vous savez, vous dites la dictature de l'exécutif vis-à-vis du pouvoir législatif. Mais est-ce que vous savez que même l'exécutif, de manière formelle, ne sait même pas ce qui se passe? Dans le Conseil des ministres, cet accord, on n'a jamais fait un débat sur cet accord. Et c'est un peu de voir tous les comptes rendus de Patrick Mouya. Jamais on nous a dit non, avec cet accord, le gouvernement décide, c'est ça, ça. Ça, j'ai voulu dire. Donc, même l'exécutif. C'est la dictature du président de la République. Voilà, c'est le présidentialisme. Ça va au-delà. Ça va au-delà parce que le présidentialisme, c'est simplement une déviation du régime présidentiel. Oui. Mais là, on est vraiment dans la dictature d'une institution qui dicte sa loi à tout le monde. Voilà. Que ce soit au législatif, que ce soit parce que après, je suis sûr que les juges, les judiciaires aussi va confirmer cette... c'est ça. Et pourtant, la procédure de départ est biaisée. Est biaisée, mais les judiciaires va confirmer ça. Donc, ça devient compliqué. Et donc, moi, je pense que l'inquiétude de notre ami Kazadi est liée à ça. Il y a aujourd'hui une crise de représentativité. La population en a marre de la qualité de ses élus et de l'inconscience de ses élus. Et du coup, la population veut prendre lui-même son destin en main. Prendre lui-même son destin en main, c'est de décider n'est-ce pas, de son destin, de décider de ce qui lui est bon ou mauvais. Et donc, la population veut le référendum, comme il a dit, si pour un accord aussi sérieux, les députés sont inconscients, alors autant la population elle-même voilà, décide. Tout à fait. Alors, on continue, Gaëtan. Voilà, les peuples qui, ça devient de plus en plus intéressant, des messages qui tombent. On a tant fait les accords, nous dit Joël Banza. Antoine Makolo, alors on peut voir cet accord en direct s'il vous plaît. D'ailleurs, ça va débuter à quelle heure? Voilà. Donc aujourd'hui... Ça sera à suivre sur... Bon, justement, ne vous en faites pas, on est en train de tout faire justement pour vous faire vivre en direct la cérémonie qui est axée bien sûr sur cette, voilà, cette acceptation ou même le fait donc d'entériner l'accord par les deux présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame. C'est tout à l'heure à Washington, non, mesdames et messieurs. Alors, l'accord, si on peut vous balancer l'accord ici en direct, on le veut bien, comme on l'a fait récemment avec
l'accord l'accord cadre des Doha. Alors pour cet accord, mesdames et messieurs, je vous ai donné les 5 dispositions majeures. Et dans ces 5 dispositions, il y a des sous-points. N'est-ce pas? Donc, il y a des sous-points, tout ça. On vous a présenté tout d'abord les 5 points majeurs. Et dans les 5 points, il y a des points qui fâchent. Maintenant, là, il y a des points qui fâchent. Alors, si le gouvernement ne les fait pas, nous, bien sûr, on paie à les faire et on continuera toujours à les faire. Mais c'est un paie aussi d'être beaucoup plus exigeant envers vos représentants. Là, je parle du Parlement. Si vous demandez à vos députés, j'espère que, comment elle s'appelle, c'est Antoine hein, Makolo. Antoine, j'espère qu'en 2023, tu avais voté un député national, tu avais voté un président de la République, tout ça. Alors, tu ne peux aussi demander aux députés, des CMP, hein, d'inviter juste les ministres des Affaires étrangères pour expliquer aux députés de quoi est-ce que cet accord a comme, quel est le contenu voilà, de cet accord. C'est aussi très important. Mais nous, à WAB-Info, on essaie un peu de faire le meilleur de nous-mêmes pour vous mettre au parfum de l'actualité, pour vous aider à mieux comprendre les choses, comment est-ce qu'elles se passent. Parmi tous les accords signés en RDC, selon vous, lesquels étaient approuvés par les peuples? Modeste Kazadi. Bonjour, alors vous proposez quoi au gouvernement ou bien au président? On a fait beaucoup de propositions, j'espère que si vous nous suivez très bien, il y a des propositions, parce que nous sommes des légalistes, nous faisons que nous baser sur ce que dit la loi, ce que dit la Constitution. Et si on applique cette Constitution, au lieu de la changer, au lieu de la violer, je vous assure, le pays serait mieux que ce qu'il est aujourd'hui, la République démocratique du Congo. Mais pourquoi est-ce que Kagame va signer l'accord de paix et puisque le M23 est en conflit avec la RDC, comment le Rwanda peut-il intervenir? Pourquoi aucun représentant du M23 ne s'y rend-il? Voilà, là quand même, il faut dire, il y a l'accord des Doha avec la M23. À Washington, c'est avec le Rwanda. Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit entre la RDC et le Rwanda. Au-delà de la question du M23. Il y a un conflit aujourd'hui. On a rompu quelques relations avec le Rwanda à cause de ça. Donc, il y a un conflit entre la RDC et le Rwanda. C'est qui voilà, Abgla. Merci. Mais pourquoi est-ce que Kagame voilà, il est revenu avec le même message? Cher journaliste, quel est le fond de cet accord? C'est aujourd'hui que les Congolais s'intéressent maintenant. Depuis le 27 juin, je vous assure. Mumbumbu James, il faut demander aux députés nationaux les fonds de cet accord. Parce que l'accord est déjà signé. Ils sont payés pour ça. C'est une précision d'État. L'accord est déjà signé. Aujourd'hui, on va dire que Mumbumbu vous êtes déjà lié par un accord dont vous n'avez même pas connaissance. Voilà, l'accord est déjà signé. Les députés qui sont payés pour ça, eux-mêmes n'en savent rien. Ils sont payés pour ça, mais ils ne connaissent même pas le contenu de cet accord. Même les ministres. Même les ministres, ça, même les ministres. Il y a des ministres qui ne connaissent même pas. Il s'agit de quoi? On a signé quoi? Peut-être Tshisekedi lui-même, le président de la République, peut-être lui-même. Peut-être. Donc, le Parlement sera fixé après. Mais voilà, alors, c'est quand même très... C'est intéressant. Mumbumbu James, voilà, c'est un peu ça. Tu connais quand même ton député, il faut le demander. Qu'est-ce qui se passe? Il est payé pour ça. Il est payé pour ça, tous ces députés, ils sont payés pour ça. Donc nous, on est là juste pour informer ce qui se passe. Et ne vous en faites pas. Peut-être quand on va constater qu'il y a un vide, justement, les gens ne sont pas informés. Là, on peut vous en dire un peu plus. Moi, on nous a présenté hier, dans le briefing press, une copie de l'accord. Mais voilà, le peuple n'est au courant presque. Aucun canal officiel. Aucun canal officiel. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais aujourd'hui? Ils peuvent aller sur quel site? Ils peuvent aller, même pas des sites, justement pour essayer un peu d'avoir accès au contenu de l'accord. Alors Gaëtan, on est en train de terminer tout en précisant que c'est une forte délégation congolaise qui est à Washington. On a vu les journalistes quinois, la plupart, je les appelle quinois parce qu'ils évoluent la plupart à Kinshasa et d'autres peut-être de la diaspora. Aucun journaliste de la partie Est. Même Bukavu, Goma, aucun. Donc tous sont en train de raconter des trucs qu'ils ne maîtrisent pas. Et on a senti dans leurs questions, sans pour autant justement de tous ces journalistes là, peut-être les seuls que j'avais vus un jour lorsque j'étais de passage à Goma aussi, les seuls que j'avais vus, c'est
dans la période qui avait précédé la prise de Goma et Bukavu, c'est peut-être Israël Mutombo. Au moins, lui, il a une petite connaissance encore qui n'en a pas d'aussi étendu de la situation qui s'est vue à Goma. Mais tous sont partis raconter des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Il y en a qui citaient de noms de cités qu'ils ne maîtrisent même pas. Parce que tous les jours à Kinshasa, ça parle Bunagana. La ville de Kibumba. La ville de Kibumba, par exemple. Un journaliste que vous avez cité, lui qui disait que Bunagana, non, Kibumba c'est à combien de mètres? Il avait combien de kilomètres? Il avait dit une centaine, hein? Centaine de kilomètres. Pour ça, Kibumba, c'est déjà presque Goma. Ouais. Un journaliste que vous avez Donc, cité. la plupart des journalistes qui sont partis à Washington, malheureusement, ne connaissent rien du tout de ce qui se passe à Goma. Et la plupart sont d'obédience. Ils n'ont pas le temps d'apprendre. Ils sont d'obédience du président de la République et du régime en place. Donc, il y a eu des journalistes monocolores qui posaient des questions préétablies. Parce qu'on a senti une telle complicité entre celui qui posait des questions et celui qui répondait. On avait l'impression que Mouya a été en face de ces garçons de course, des gens qui sont payés par des audios. Pour que vous soyez sélectionné pour aller à Washington, il y a des concessions qu'il faut faire. Mais très peu de journalistes critiquent. Oui. Je n'ai vu aucune question critique, aucune question de fond. Il y avait des questions du genre, qu'est-ce qui va se faire? Pourquoi les Congolais ne connaissent pas? Que pensez-vous faire? Des questions de ce genre-là. Voilà, bon, là, il y a des journalistes. Les Congolais vont les appeler les patriotes. Des patriotes. Ouais, ces journalistes-là qui passent leur temps à, comment dire, je vais utiliser un terme, une expression très forte, à caresser dans le sens du poil le président de la République, les Djalelo, qui inondent Twitter en disant les chefs de l'État, Moukouatombolo, tout ça. Donc ces journalistes-là qui passent leur temps à ménager les susceptibilités du chef de l'État et qui ne peuvent poser aucune analyse critique ou aucune question critique au chef de l'État ou au ministre de la Communication, Patrick. Vous aurez senti des questions. Que pensez-vous faire? Est-ce que vous pensez que ça va se passer ainsi? Non, mais c'est pas ça. Kagame, les Rwandais, j'ai écouté quelqu'un. Mais soit un de deux journalistes. La France dit que la France, c'est les parrains du Rwanda, tout ça. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Déjà, tu pars avec une délégation aussi gigantesque, mais que des questions. Chaque ministre, j'ai vu même le ministre des Finances, il est là. Donc on dirait un gouvernement en exil. Voilà, j'ai la première gouvernement en exil. Actuellement, les sièges des institutions, c'est à Washington. C'est à Washington. Et pourtant, comparativement, puisqu'on aime faire la comparaison, les Quinois veulent tout le temps entrer dans la comparaison, on a vu la délégation du président d'à côté. Une petite délégation, tu sens du sérieux, l'agenda qu'il a préparé, ses rendez-vous, dont tu sens que tout a été préparé. Il ne lui a pas fallu 500 personnes. Mais chez nous, on a l'impression que maintenant, les sièges des institutions, c'est... Et quand il va prendre les dessus sur nous, on va commencer encore à pleurnicher. On dirait que c'est lui qui nous empêche de faire mieux. C'est de la légèreté. C'est notre responsabilité, comme on le dit tous les jours. C'est vrai, on peut bien beau crier Rwanda, matin, midi, soir, mais après, il faut qu'on se pose des questions. Qu'est-ce que nous faisons aussi? Qu'est-ce que nous sommes en train... Quelle est notre part de responsabilité? Si on ne le fait pas, on va rester dans cette histoire. Voilà, il y a beaucoup de commentaires. Permettez que je lise justement quelques 2 ou 3 et puis on va terminer. Les deux porte-paroles ont bien expliqué. Je crois que la RDC est au bon côté une fois l'accord appliqué. Serge Birimwiragi. Nous sommes aujourd'hui le 4 janvier, le 4 décembre plutôt. Voyons voir dans les jours à venir ce que ça va donner. J'espère que tu auras le même courage de venir nous dire oui, il y a eu des avancées comme on l'espérait. Et s'il n'y a pas d'avancées, il faudra que tu reviennes pour nous dire, pour nous donner encore ton point de vue. Selon moi, nous sommes sous l'époque dictatoriale parce que l'État n'écoute pas la voix du peuple. Je sais, nombreux vont m'insulter, mais nous avons des larmes aux yeux sur notre vie. Mumbumbu James. Mumbumbu James qui est vraiment très choqué. Mais Mumbumbu James, lorsqu'il dit que l'État n'entend plus la voix de la population, oui, voilà. Mais il doit d'abord se persuader que la population n'a plus de voix. N'a plus de voix. Pourquoi? Ouais. Parce que les porte-voix de la population sont amorphes. Tout à fait. Face à tout ce qui s'est fait au gouvernement. Les députés aujourd'hui, Jenny Toali, pour être concret, l'Assemblée nationale à l'heure actuelle
ne sert plus à rien. Oui. C'est une caisse de résonance vide qui ne contrôle même plus l'exécutif. Même pour des petites questions. Même pour des petites questions. Ouais. Qui ne contrôle même plus l'exécutif, qui ne produit pas de bonnes lois. On a vu qu'un député national a proposé de changer l'hymne national. C'est ça. Pour qu'on insère le nom de Félix Tshisekedi. Donc c'est ça la loi qu'il peut proposer. Donc, qui ne légifère plus, il contrôle plus le contenu de la qui loi. ne contrôle plus, une Assemblée nationale un Parlement qui ne légifère plus, qui ne contrôle plus et qui ne représente plus. Et pourtant, ce sont là les trois rôles. Voilà. Contrôler, représenter, légiférer. Mais donc, les députés nationaux, l'Assemblée nationale actuelle ne fait plus rien de toutes ces trois fonctions-là. les Sénats n'en parlent même pas. Autant s'en passer. Autant Voilà. s'en passer parce que ça ne sert plus à rien. Voilà, Bouzima Walasa, nous vous écoutons à partir de Kamitouga dans la province du Sud Kivu, en territoire de Mwenga. Moi, c'est Pasteur Bouzima Walasa, brave. Que pensez-vous du résultat de Washington? Gaëtan, je crois qu'il va finir par là. Même les journalistes qui disent que Match et Balou qui ne savent pas les contenus de l'accord. Ça, c'est grave. Mbumbu James, nous voulons la paix dans notre pays. Il dit, vous entrez dans les faux débats. Vous entrez dans les faux débats. Payez votre transport et allez aux États-Unis. Donc, vous pensez que tous ces journalistes ont payé de leur propre argent les billets pour aller à Washington? Non, c'est le gouvernement qui prend en charge et tout ça. Ça, je vous l'ai dit. Cher, c'est qui ici? Serge, ces journalistes-là ont payé, sont là. Le gouvernement prend en charge leur séjour, leur transport, tout ça. C'est le gouvernement qui prend en charge tout ça. Nous, bon, on est là, on est en train de travailler, on le fait même ici. Mais ne vous en faites pas, nous sommes en train de vous informer, on détaille tout. C'est qu'elles ne peuvent pas faire. Je ne suis pas ici en train de dire que nous sommes contre eux. Non, ils sont libres de faire leur travail comme ils veulent. Mais le plus important est d'informer comme il faut les peuples. C'est un peu ça, cher Serge. Oui, Rimeragui, que j'apprécie surtout par rapport à... Il est là, il intervient, il réagit toujours à nos messages. Voilà, on est en train de terminer. Voilà. Beaucoup de messages. Gaëtan, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut attendre de cet accord? Un téléspectateur a posé cette question. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Et c'est par là qu'on va terminer. Vos attentes, vous personnellement, est-ce qu'on peut attendre quelque chose de bon? Ou il y a des préalables auxquels nous n'arrivons toujours pas à mettre aussi du sérieux? Je ne sais pas si... il y a une question de l'auditeur qui m'a vraiment intéressé en disant que même nous, on n'avait pas connaissance de l'accord. Mais nous, menons quand même un débat. Oui, c'est ce qu'il a dit. Donc, ce que j'attends de cet accord, pour répondre à votre question, encore qu'il faudrait que je les lise en entièreté pour savoir de quoi il s'agit. C'est le président de la République qui l'a dans sa poche depuis le 27 juin. Depuis le 27 juin, peut aujourd'hui nous dire de quoi il s'agit. Peut-être Kaikwamba aussi. Kaikwamba aussi, et peut-être le ministre de la Communication aussi, bien qu'il se... Je le vois souvent se promener avec une copie de l'accord. Se promener avec, mais il a les gens ne comprennent toujours pas. Son rôle, c'est de divulguer. Oui, il a dit qu'il est fait dans les universités à Kinshasa. Oh là. Bon, ça, c'est grave. Donc, aujourd'hui, la redevabilité du gouvernement commence à se faire dans des universités plutôt que dans l'Assemblée nationale. Alors, ça, c'est grave. Juste une parenthèse. Donc, ce que moi, j'attends de cet accord, c'est la bonne foi, parce que le principe même, la base de la matérialisation d'un accord, c'est la bonne foi des partis. Si autant la RDC exige la bonne foi de la part des dirigeants rwandais, autant les dirigeants rwandais en exigent de la part des dirigeants congolais. Donc, les deux partis doivent être munis d'une bonne foi pour que cet accord-là soit matérialisé. Ça, c'est un. Ouais. Des deux,
je l'ai dit dans les précédentes émissions ici sur Web Info que cet accord avait une particularité et c'est la particularité dont se prévaut aujourd'hui les Mouyaya et tous les restes du régime, c'est que c'est en quelque sorte un accord forcé par Washington, c'est un accord par forcé, Washington, mais qui ne rencontre pas du tout tous les préalables. Qui dit préalable, je ne reste pas que dans les préalables institutionnels, parce qu'on a essayé ici de démontrer comment la procédure a été farouchement biaisée, mais qui ne rencontre pas aussi les causes profondes des conflits. Donc, Trump, c'est un économiste tel que vous le savez, c'est un commerçant. Lui pense que investir au Congo est une bonne opportunité qui pourrait actionner par un effet d'entraînement la paix entre les différents belligérants. Bon, c'est sa perception, mais on a vu par le passé que ce genre d'accord, parce qu'il y en a déjà eu par le passé. C'est pas la première fois. Il y en a déjà eu par le passé. Avait tenté en 2019, 2020, 2020. C'est ça. C'est ça. Il y en a déjà eu par le passé, mais qui n'ont pas produit des effets. Donc, pour que cet accord produise des effets, il faut vraiment beaucoup de bonne foi de la part de partis, à la fois de Kinshasa, de Kigali, du M23, mais également de Washington, et de Doha également. Doha aussi. Que ce sont des tiers, ces partis à cet accord. Donc c'est ça, c'est ce que moi j'attends de cet accord. J'attends plus de bonne foi pour plus d'avancement, pour plus d'avancées dans la pacification de la partie est du pays. Alors, mesdames et messieurs, on fait juste une courte pause. Bon, je peux dire une pause, pas une courte, mais une pause, parce que nous sommes aussi en train d'attendre non seulement les signaux, mais tous les programmes. Dès que les choses commencent, on va donc vous accompagner. Restez toujours en alerte, restez toujours connectés. Si c'est la première fois pour vous de nous suivre, il faut s'abonner. Web Info va vous faire vivre en direct les lives, mesdames et messieurs, donc cette cérémonie. C'est au niveau de l'Institut de la paix de Washington, non? Pas à la Maison Blanche, là où la cérémonie aura lieu. Et puis Kagame et Tshisekedi seront aussi récis tout de même au bureau ovale par Donald Trump, en présence aussi de leur ministre des Affaires étrangères. Donc, on aura encore un face-à-face entre Olivier Nduhingire du Rwanda et Thérèse Kaikwamba. Voilà, c'est confirmé, elle est à Washington. Non? Thérèse Kaikwamba, je tiens à le préciser, beaucoup de gens nous ont demandé est-ce que Kaikwamba sera là, vu son état, tout ça. Elle est à Washington. J'ai vu au niveau du ministère des Affaires étrangères, donc la confirmation vient du ministère des Affaires étrangères. Kaikwamba à Washington pour accompagner le président Félix Tshisekedi, ils seront même ensemble au bureau ovale. Voilà donc l'image que vous avez vue, la photo, c'est là où la cérémonie va se tenir. Voilà l'Institut de la paix au niveau de Washington. On est à la fin, j'ai dit merci à Gaëtan, tout en vous précisant, mesdames et messieurs, qu'on peut revenir d'un moment à l'autre pour vous accompagner et pour vous aider à tout comprendre sur cette actualité. Les sports aussi va intervenir sous paix, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Les Léopards de la RDC, qu'est-ce qui se passe? À quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a des joueurs qui connaissent déjà des blessures. Voilà, beaucoup de choses avec les Léopards, la liste des désabres, tout ça. La CAF, ou disons la FIFA, qui a autorisé les clubs à garder les joueurs jusqu'au 15 décembre. Et pourtant, les fédérations avaient déjà mis en place des programmes pour les stages, pour préparer, jouer même des matchs amicaux avant d'entrer en lice de la compétition. Voilà, mesdames et messieurs, toutes ces questions seront aussi abordées à souper dans une page sportive sur Web Info. Donc, restez connectés, on vous accompagne, mesdames et messieurs, tout ça sur Web Info. On est ensemble.